Alors, je vous propose maintenant de parler de la contribution à la protection du territoire national et des ressortissants, qui est au cœur du contrat opérationnel des armées au titre de la 3e fonction stratégique protection résilience. Les forces armées peuvent être mobilisées lors d'une crise majeure sur le territoire national. Leurs actions s'inscrivent alors dans la règle des 4 I. Lorsque les moyens des autres services de l'État sont insuffisants, inexistants, indisponibles ou inadaptés pour répondre aux besoins. Ainsi, face à la persistance de la menace, les armées sont en permanence engagées dans la lutte contre le terrorisme en appui des forces de sécurité intérieures et civiles. L'opération Sentinelle, créée en 2015, est régulièrement réévaluée au regard de l'évolution de la menace, du contexte et des effets produits. Toujours en coordination avec les forces de sécurité intérieure, les armées effectuent également des missions ponctuelles sur le territoire national pour appuyer les services de secours, soutenir les forces et les moyens civils spécialisés en cas de catastrophe naturelle ou industrielle, pour lutter contre les feux de forêt ou encore sécuriser les événements. En Outre-mer, les forces armées concourent aussi à des missions de lutte contre la piraterie, la pêche et l'orpaillage illégal, comme c'est le cas en Guyane. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Éric Chassebeuf et au général Géraud Laborie en vidéo depuis Cayenne. Général, c'est à vous. Madame la déléguée, je vous remercie. Je ne vais pas me représenter. Je vais donc vous parler ce matin des engagements terrestres des forces armées sur le territoire national métropolitain. Après quelques éléments de contexte, j'évoquerai avec vous la notion de continuité opérationnelle, qui est un point clé pour les manœuvres que nous menons, et j'évoquerai également les travaux que nous menons pour nous adapter aux risques et aux menaces qui pèsent sur nous tous. Le territoire national métropolitain, c'est d'abord un triple contexte stratégique. C'est tout d'abord celui de la dégradation de l'environnement international, où l'emploi de la force est désinhibé, et les actions sous le seuil de la conflictualité, que l'on a pris l'habitude d'appeler des opérations hybrides, peuvent fragiliser nos activités et attaquer nos ressources essentielles. Ces ressources, ces réalités nous font dire que le territoire national ne peut plus être considéré comme un sanctuaire inviolable qui mérite donc d'être protégé. Soyons réalistes, le territoire national français, c'est le point d'application de la stratégie des autres. Le chef d'état-major des armées nous a donné aux armées l'ordre d'être prêts à un choc d'ici 3-4 ans. Et cela vaut bien évidemment pour la protection du territoire national, dont la protection est un enjeu qui se pose avec acuité, tant pour les forces armées que pour les forces de sécurité intérieure. Le deuxième élément de ce triplet stratégique, c'est celui de la multiplication des catastrophes naturelles ou technologiques, face auxquelles, bien sûr, il n'est pas concevable que les armées restent en marge des secours apportés aux populations. Enfin, le troisième élément de ce contexte, c'est la situation sécuritaire de notre pays qui est marquée, malheureusement durablement, par une menace terroriste persistante d'un niveau élevé, qui peut avoir des origines extérieures ou endogènes, notamment par autoradicalisation sur les réseaux sociaux. Cela a pour conséquence tous les jours le maintien par le SGDSN du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Suivante, s'il vous plaît. Face à ces réalités stratégiques, il est essentiel d'être cohérent avec tous les acteurs qui concourent à la protection de nos concitoyens. Je suis donc très attaché à une forme de continuité opérationnelle qui s'exprime en 3 volets. C'est tout d'abord, comme vous le voyez sur la diapositive qui est projetée, une continuité avec les forces de sécurité intérieure avec lesquelles nous opérons en miroir. Au niveau stratégique, une cellule de coordination intérieure-défense pilote l'activité biministérielle. Et à chaque niveau de l'organisation de l'État, il y a une structure militaire en écho pour apporter la réponse des armées lorsqu'elles sont sollicitées. Vous avez un préfet de zone de défense en face, vous avez un officier général de zone de défense, vous avez un préfet de département en face et avec lui, à ses côtés, vous avez un délégué militaire départemental. Et nous avons, dans cette coopération, énormément progressé à la faveur des Jeux Olympiques de Paris et nous en tirons chaque jour les bénéfices. Cette relation qui est pour nous essentielle, et pour notre sécurité qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle le dialogue civilo-militaire et c'est la clé du succès de toutes les opérations sur le territoire national. La deuxième continuité opérationnelle, c'est celle avec la sécurité civile, toujours au bénéfice de nos concitoyens. On l'oublie trop souvent, mais les armées placent 3 unités d'élite en protection directe des Français.
c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est le bataillon des marins-pompiers de Marseille, et c'est la brigade militaire de la sécurité civile. Au-delà de l'action de ces spécialistes, des soldats sont régulièrement engagés, comme l'a évoqué Madame la déléguée, en opération de secours, comme lors des campagnes de feux de forêt chaque été. Bien évidemment, nous ne restons jamais sur une dynamique qui s'arrêterait. Nous challengeons l'ensemble de nos dispositifs par des séries d'exercices extrêmement exigeants, comme encore récemment l'exercice Hydros, qui est venu opérationnaliser le plan de réaction face à une crue centenale avec une réelle ambition interministérielle. Enfin, et c'est le troisième volet de cette continuité opérationnelle, purement militaire, le chef d'état-major des armées est très vigilant à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité entre l'avant et l'arrière. Les ordres de tous nos engagements envisagent les rétroactions qu'ils pourraient susciter sur notre sol afin de s'y préparer. La protection de notre territoire national, c'est un réel facteur de puissance, car notre territoire, c'est le cœur de notre souveraineté. Face à ces défis, suivante s'il vous plaît, les armées se préparent en permanence essentiellement dans deux domaines. Le premier, c'est celui des plans les plus exigeants, et je n'en citerai que deux. Vous le savez, nous nous entraînons à œuvrer et à opérer en coalition, et nous entraînons aux exigences de la tenue de nos alliances. Vous avez sans doute suivi les opérations mousquetaires qui nous permettent de faire transiter en conditions réelles des unités alliées sur notre sol. Elles sont annuelles. C'est ce qu'on appelle le plan de soutien nation hôte. De même, et parce que nous devons être prêts aux rétroactions sans pour autant surjouer la menace en métropole, nous avons très récemment revisité le plan de défense opérationnelle du territoire en liaison très étroite avec le ministère de l'Intérieur pour mailler notre territoire et ses points d'intérêt vitaux d'un système de protection adapté. Je sais donc, et le SEMA sait donc, quelles troupes, quelles forces de gendarmerie, quelles forces de police seraient déployées en fonction de quelle situation sur l'entièreté de notre territoire. En complément de ces plans, nous sommes également très engagés avec le ministère de l'Intérieur dans des travaux d'interopérabilité au travers du déploiement du réseau radio du futur. Celui-ci permettra de fédérer l'ensemble des acteurs déployés sur le territoire national avec des gains énormes attendus en termes de coopération et de réactivité. Le deuxième domaine de notre préparation permanente réside dans nos opérations en cours. Lorsqu'on opère, on s'entraîne en permanence. La plus connue de ces opérations, bien évidemment, c'est l'opération Sentinelle, qui est une déclinaison du plan Vigipirate et qui vient de connaître une évolution significative sans aucune diminution des effectifs qui y sont consacrés. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler ces quelques chiffres. Sentinelle, c'est tout d'abord un premier échelon de 3000 soldats déployés ou en alerte de très court préavis, ceux que vous voyez patrouiller, vous avez peut-être vu patrouiller en arrivant ici. En alerte un peu plus souple, j'ai sous mon autorité 4000 soldats supplémentaires prêts à être également déployés. Et enfin, le chef d'état-major des armées conserve à ses ordres une réserve stratégique de 3000 hommes, ce qui porte le total à 10 000 soldats prêts, sous des délais très brefs, à intervenir au profit de nos concitoyens sur le sol national. Pour adapter Sentinelle à la réalité des risques et des menaces, nous l'avons fait évoluer dans 3 domaines. Tout d'abord, l'opération a été placée sous mon commandement. Pour une raison très simple, c'est pour éviter les demandes auxquelles nous sommes soumis sont très souvent locales, et pour éviter d'avoir à faire remonter des demandes au niveau stratégique, c'est moi qui en ai reçu le commandement. Dans un second temps, nous avons étendu le périmètre de l'opération au domaine de la sécurité civile. Depuis cet été, nous pouvons employer les forces de Sentinelle en appui des opérations de secours dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine. Et en complément, j'ai l'autorité pour déployer un panel très vaste de moyens pour venir en aide à nos concitoyens. Ça peut être des équipes cynophiles, des hélicoptères, des bulldozers, des camions, etc. Et enfin, nous avons rendu l'opération Sentinelle plus réactive encore. Parce que très souvent, les sollicitations dans l'urgence viennent du niveau communal pour des situations d'urgence très locales. Nous avons donc donné à nos chefs locaux, les chefs de corps, les commandants de base aérienne, les commandants de base navale, les moyens de mobiliser et de déployer des moyens dans l'urgence en réponse à une demande locale. En quelque sorte, nous avons territorialisé Sentinelle. Si je devais vous donner un exemple, si l'Aude déborde demain matin à Carcassonne, le maire peut faire une demande au chef de corps local pour déployer des unités
non prévues dans Sentinelle pour couvrir l'urgence. La seule règle, et vous la comprendrez, c'est que dès que ces troupes sortent du quartier, elles passent sous l'autorité du préfet pour assurer la coordination des opérations de secours. En conclusion, comme nous l'a demandé le SEMA, nous sommes en opération permanente et nous sommes déjà prêts. Mais nous sommes humbles et nous nous préparons en permanence pour nous assurer que les armées prennent toute leur place dans la protection des Français face aux dangers du monde et aux dangers du quotidien. Pour aborder le domaine ultramarin, je cède maintenant la parole au général Géraud Laborie à partir de la Guyane. Oui, bonjour Madame la déléguée, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour depuis Cayenne. Donc je suis le général Laborie, commandant supérieur des forces armées en Guyane depuis l'été dernier. Les forces armées en Guyane, en quelques chiffres, donc, nous sommes 2500 militaires et civils des trois armées, avec une forte dominante aéroterrestre autour d'une base aérienne et de 2 régiments de l'armée de terre. Et en termes d'effectifs, une répartition aux 3/4 pour des personnels qui sont affectés en Guyane pour un séjour de 2 à 3 ans, et pour 1/4 des personnels qui sont en mission de courte durée de 4 mois. Et ça concerne principalement les 2 régiments de l'armée de terre. Alors, en Guyane, pourquoi faire? Notre raison d'être, ce sont 3 missions principales. La première, c'est défendre nos intérêts en protégeant notre population, nos espaces de souveraineté et notre point d'accès indépendant à l'espace. Cette mission principale, nous la déclinons au travers de 3 opérations permanentes suivantes. La première, c'est l'opération Titan. L'opération Titan, c'est l'opération permanente de protection du centre spatial guyanais. Alors, je dis bien opération permanente parce qu'on se focalise souvent sur les lancements eux-mêmes, mais il faut bien avoir en tête que les forces armées en Guyane contribuent à la protection du centre spatial guyanais toute l'année, avec des périodes de montée en puissance, effectivement, autour des lancements. Donc, c'était bien un dispositif permanent, sous l'autorité du préfet, en coopération avec les forces de sécurité intérieure, avec les gendarmes en particulier, et avec la direction de la sécurité du centre spatial guyanais, donc qui dépend du CNES. Cette protection, elle s'articule dans les 3 domaines, c'est-à-dire qu'on va avoir un volet de protection maritime, de blanchiment de zone au moment des lancements, pour vérifier que personne ne se situe, aucun bateau ne se situe dans le corridor de tir. Un volet terrestre de protection du périmètre du centre spatial guyanais, et un volet aérien qui s'articule autour de 2 domaines, un domaine de la défense solaire et de lutte anti-drone, et puis la défense aérienne proprement dite, avec un dispositif de détection pour pouvoir détecter, identifier tout le trafic aérien qui serait susceptible d'interférer avec un lancement, et de pouvoir agir s'il le faut. Ce dispositif aérien, c'est un dispositif un petit peu similaire à ce que vous voyez lors des grands événements type 14 juillet. C'est des dispositifs de sûreté aérienne que l'on met en place pour protéger ces événements, et ça se fait là sous la direction, sous l'autorité du Premier ministre. C'est des perspectives pour cette opération Titan, c'est la reprise des cadences de lancement liées à la montée en puissance d'Ariane 6, avec pour l'année 2026 une perspective à environ une 12aine de lancements prévus pour 2026. La deuxième opération permanente suivante, c'est l'opération de lutte contre les trafics illicites en mer. Et là, c'est une opération qui est toujours réalisée sous l'autorité du préfet, en sa qualité de délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, avec 2 volets, un volet police des pêches. L'objectif, c'est d'empêcher la pêche illégale dans notre zone économique exclusive par des pêcheurs généralement brésiliens à l'est de la Guyane et surinamais à l'ouest, qui viennent profiter de nos ressources halieutiques. Et donc nous avons 4 bâtiments de la Marine nationale qui sont engagés avec la gendarmerie maritime, qui sont présents plus de 300 jours par an en mer pour contrôler les bâtiments de pêche qui s'y trouvent, et sous l'autorité du préfet, faire des saisies, des filets notamment, quand on constate que ces pêcheurs pêchent de façon illicite dans nos eaux, dans notre ZEU. Un deuxième volet de l'action de l'État en mer en Guyane, c'est le volet de lutte contre le narcotrafic,
C'est une mission que nous réalisons en coopération avec nos camarades des Antilles, des forces armées aux Antilles, et avec des réorientations. Ce que nous constatons, c'est des réorientations des flux de drogue qui transitent de l'Amérique latine vers l'Europe, de plus en plus le long des côtes guyanaises. Et donc, nous sommes amenés à augmenter nos missions dans ce cadre. Et tout ça se fait en coordination étroite avec tous les acteurs internationaux de la zone Caraïbe, au travers d'une task force conjointe qui existe, où nous retrouvons nos principaux alliés et partenaires dans la région. La troisième opération permanente des forces armées en Guyane, c'est l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal, opération qui date de 2008 et dont l'effet recherché est de contenir durablement l'orpaillage illégal dans l'ensemble de la Guyane et de la réduire fortement dans les zones où elle est dans les zones prioritaires. L'orpaillage illégal, c'est un fléau environnemental, économique et social qui met en danger la santé de nos populations, qui détruit notre environnement et puis qui pille nos richesses aurifères. Et donc, les forces armées en Guyane y interviennent en appui des gendarmes, sous l'autorité du préfet, pour conduire des patrouilles conjointes au plus profond de la forêt guyanaise. Ce sont plus de 2500 patrouilles conjointes qui sont réalisées chaque année, avec environ 300 militaires en permanence déployés dans la forêt guyanaise pour contrer ce fléau. Avec aujourd'hui une vraie problématique, c'est l'augmentation exponentielle du cours de l'or, qui a pris plus de 40% rien que sur cette dernière année. Donc forcément qui crée des motivations supplémentaires pour venir faire de l'orpaillage illégal en Guyane, et qui apporte tout son lot d'insécurité autour, puisque autour des orpailleurs illégaux, on retrouve des bandes armées qui les rackettent. Et d'ailleurs, c'est souvent les orpailleurs illégaux eux-mêmes qui nous renseignent sur ces bandes armées, parce que pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, nous intervenons finalement pour contrer la présence de ces bandes armées, et de plus en plus aussi pour contrer les flux logistiques qui alimentent les orpailleurs illégaux en matériel, en carburant notamment, qui est un peu le nerf de la guerre pour ces chantiers aurifères. Voilà pour ces trois opérations permanentes. J'ajoute donc en termes pour cette première mission de défendre nos intérêts et de protéger nos populations, des missions en appui de la population guyanaise, des missions ponctuelles, notamment au travers d'évacuations sanitaires au profit des communautés les plus reculées de Guyane. Régulièrement, nous intervenons pour aller sortir des malades de villages très reculés et pouvoir les amener à Cayenne pour bénéficier de soins. Et nous réalisons aussi des missions d'appui aux populations dans le cadre d'événements climatiques. L'année dernière en particulier, nous avons eu une sécheresse à l'automne 2024 qui, du coup, contraignait énormément les flux logistiques, les ravitaillements de ces villages reculés qui sont ravitaillés par fleuve, par pirogue. Les pirogues n'arrivaient plus à passer, il n'y avait plus assez d'eau, et donc nous avons fait des rotations d'avions de transport CASA pour pouvoir les ravitailler en eau et en vivres. Voilà pour cette mission principale de défense de nos intérêts. Deux autres missions pour les forces armées en Guyane. La deuxième, c'est valoriser notre influence dans les Caraïbes et en particulier dans la zone du plateau des Guyanes. Le plateau des Guyanes, c'est cette entité géologique qui couvre en gros de l'ouest du Brésil jusqu'à l'est de la Colombie, au sein duquel nous avons un certain nombre de partenaires et de coopération autour d'enjeux communs. Le Brésil, notamment les États de l'ouest du Brésil et le Suriname, souffrent également de l'orpaillage illégal, et nous avons donc des coopérations avec eux pour lutter contre ce fléau. Nous entretenons aussi des coopérations étroites avec la Colombie, avec le Mexique et avec nos partenaires, avec nos alliés de l'OTAN qui sont présents dans la zone, en particulier les Pays-Bas. J'ai des rapports très étroits avec l'amiral qui se situe à Curaçao, avec lequel nous partageons du renseignement et notre évaluation de la situation dans les Caraïbes. Enfin, dernière mission pour les forces armées en Guyane, c'est d'être en mesure de renforcer notre capacité d'action sur la côte ouest des Amériques. Mission que nous partageons aussi avec nos collègues des Antilles, eux plus pour le domaine maritime, nous davantage pour le domaine aéroterrestre. L'idée, c'est de se préparer à une action dans notre environnement régional, que ce soit suite à une catastrophe naturelle, pour préparer une évacuation de ressortissants,
ou pour faire face à une crise de quelque nature qu'elle soit dans la région. D'être en mesure de le faire seul ou plus vraisemblablement en coalition. Et dans ce cas-là, les forces armées en Guyane seraient un petit peu la force de réaction rapide, le premier échelon de réponse dans la région, qui apporterait une première réponse immédiate avant que les renforts de l'Hexagone nous rejoignent. Et ça, c'est le deuxième volet de cette mission, c'est d'être en mesure d'accueillir, tout en menant cette première réaction immédiate, de pouvoir accueillir ces renforts qui viendraient de l'Hexagone et qui se poseraient à Cayenne. D'où le besoin pour nous, pour réaliser cette mission, d'entretenir ce réseau de partenaires que j'évoquais dans la région. Donc, cette coopération étroite avec le Brésil, avec le Suriname, coopération qui se renforce aussi avec le Guyana, et un réseau d'officiers de liaison. À l'état-major, ici, nous avons 2 officiers de liaison brésiliens, par exemple un de la marine et un de l'armée de terre brésilienne. Et la semaine prochaine, pour information, je me rendrai au Suriname et au Guyana, justement, pour continuer à entretenir ces liens avec nos partenaires régionaux. Les perspectives pour les forces armées en Guyane, d'abord, une perspective liée au retour des cadences de lancement qu'on a pu connaître à l'époque d'Ariane 5 au centre spatial guyanais, avec une douzaine de lancements prévus pour Ariane 6 et Vega en 2026. C'est une excellente nouvelle, évidemment, pour la communauté spatiale française et européenne. Et nous sommes prêts à reprendre, à être en mesure d'assurer la protection de ces lancements, et c'est une cadence qu'on a connue dans le passé. Deuxième perspective pour nous, la modernisation de nos forces, incarnée aujourd'hui par l'arrivée des hélicoptères Caracal qui viennent remplacer les vénérables Puma qui vont prendre leur retraite. Mais ce n'est pas seulement les Caracal, c'est aussi l'arrivée de capacités de drones, de modernisation de capacités de lutte anti-drone. Et puis enfin, la montée en puissance du point d'appui aéroterrestre que j'évoquais, centré sur la base aérienne, pour laquelle nous sommes dans une politique d'investissement et de chantier infra majeur dans les années à venir pour étendre en fait, notre capacité d'accueil, notamment une capacité d'accueil d'avions de transport cargo lourd type MRTT. Voilà, j'en ai terminé pour les forces armées en Guyane.